Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de l'UNIS consacré, vous le savez, au diagnostic de performance énergétique. Alors, je vous rappelle que la V1, la première version de ce diagnostic est entrée en vigueur en 2007, il y a eu une V2 en 2011 et donc là, tout bascule, tout est à refaire, en tout cas une grande partie des choses et c'est évidemment ce qui justifiait ce live et qui justifiait surtout d'abord qu'on reçoive ce soir pour nous éclairer sur ce sujet, des invités que je m'en vais vous présenter avec un grand plaisir. La première, c'est Martine Cardois, présidente nationale UNIS Métiers Transactions, qui nous rejoint depuis Toulouse et que je m'empresse de saluer avec le respect dû à sa fonction et à son sourire qui nous éclaire chaque fois. Lionel Jeannot est le président de la FIDI. Quand je parle de la FIDI, je parle de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Il va appuyer sur son bouton entrer sur scène et il va nous rejoindre et il va m'éviter de faire du bruit avec la bouche pour rien dire et pour broder, comme on dit dans mon jargon. Pendant qu'il essaie d'appuyer sur son bouton, évidemment, Olivier Safar est avec nous, président national UNIS Métiers Copropriété, et puis Denis Génito, qui est son alter ego pour la gestion locative, et c'est avec ce quatuor que nous allons partir sur les routes escarpées des DPE, du DPE, troisième version. Alors, je vous propose, vous connaissez le principe les uns et les autres. Vous avez, vous qui nous regardez, la possibilité de nous poser des questions. Ne vous en privez pas, je serai votre porte-parole fidèle. Et puis, pour ceux qui vont intervenir, je rappelle le principe, des questions très concises et des réponses qui doivent l'être tout autant. L'idée est d'aller au cœur du sujet et de le faire le plus vite possible. Le nouveau DPE, on fait les choses dans l'ordre, et je vais me tourner avec plaisir vers Lionel Jeannot. Le nouveau DPE, piqûre de rappel, ça vient d'où? Ça sort d'où? La loi Elan, sans doute. Le nouveau DPE, en effet, provient de la loi Elan à l'issue d'une directive européenne. Le DPE transaction a été obligatoire à partir de 2006, 2007 pour la location. Ses fonctions, c'est informer et sensibiliser les futurs locataires ou acheteurs, comparer les logements entre eux et inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie. Et le nouveau DPE est la version 3 de ces DPE. Alors, on va s'apercevoir tout au long de l'heure qu'on va passer ensemble que les dates sont très importantes. Quand ce nouveau DPE va-t-il entrer en vigueur? Au 1er juillet 2021. Et ça, c'est pas négociable, c'est gravé dans le marbre de la loi. Quelles sont les principales différences entre cette V3 et la V2 qu'on connaît bien? Alors, les évolutions sont importantes et elles fiabilisent le nouveau DPE. Dans un premier temps, il y a la méthode. Les méthodes sont harmonisées, la disparition de la méthode sur facture, qui aujourd'hui, on ne réserve que la méthode 3CL qui va prendre en compte la performance intrinsèque des bâtiments. Il devient opposable, donc on y reviendra peut-être plus tard. Les recommandations sont affinées et le document est plus lisible et plus pédagogique pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier et des propriétaires surtout. Si c'est vous qui le dites, on veut vous croire, mais il va falloir nous le prouver tout au long de ce rendez-vous. Vous avez dit opposable, fiable, une méthode nouvelle. Pourquoi d'abord est-ce qu'on dit que ce DPE sera plus fiable que l'ancien? Alors, il est plus fiable d'une part parce que sont harmonisés les moteurs de calcul. On est sur une méthode 3CL. La méthode sur facture disparaît. Et il devient opposable, c'est-à-dire que les informations qui sont rentrées dans le logiciel pour le DPE doivent être justes, car sinon il y a un risque de mise en cause pour le diagnostiqueur et également le propriétaire si les informations sont erronées. C'est ça, donc quand on parle d'un diagnostic opposable, ça veut dire que par exemple l'acquéreur d'un logement qui estime qu'il a subi un préjudice économique, il va pouvoir se retourner d'abord vers le vendeur qui lui-même va aller frapper à la porte de Lionel Jeannot, qui sera penaud et qui devra s'expliquer. Donc ça, c'est opposable, fiable, on l'a vu. On nous demande d'ores et déjà, depuis Nantes, et c'est Josiane qui nous dit on avait l'habitude de voir des DPE vierges, est-ce que ça va continuer? Alors, les DPE vierges vont s'arrêter pour une raison toute simple, c'est que les DPE vierges étaient liés à la méthode sur facture. La méthode sur facture disparaissant, les DPE vierges disparaîtront. Il n'y aura plus de DPE vierges. Ça, c'est fini.
Parce qu'il y en avait beaucoup. Quelle est la part aujourd'hui des DPE vierges? On arrive à l'estimer? On estime les DPE vierges entre 20 et 30%. Est-ce qu'on aura toujours un classement par lettres? La question vient de Saint-Cyr-les-Lecs et c'est Franck qui la pose. Les classements, les étiquettes vont rester sur la logique des lettres. Il y a 7 classes de A à G et c'est vrai pour les émissions de gaz à effet de serre comme sur la performance énergétique. Donc on aura un BCDE comme sur les frigos, mais là on va voir que ça va évoluer. Les DPE actuels ne sont pas toujours très lisibles. Vous avez dit tout à l'heure il sera plus lisible. Comment on va faire pour améliorer le visuel? Alors, d'ailleurs, il y a Philippe Poisségu qui nous demande si on a un exemple graphique du nouveau DPE à afficher sur Internet au 1er juillet 2021. Alors, le nouveau DPE, la nouvelle mouture du DPE, beaucoup plus lisible, beaucoup plus pédagogique. D'une part, dès la première page, on retrouve les étiquettes de performance énergétique et de gaz à effet de serre, la fourchette d'estimation des coûts standards d'énergie, et puis différents schémas très lisibles liés à la déperdition de chaleur par élément, les conforts d'été, les performances des isolations, et sur l'ensemble des pages, des schémas très clairs et très accessibles. Alors, on a une question de Francis Locus qui me devance parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de la fiabilité de ce DPE nouvelle version, vous avez dit, ben oui, puisque il est réalisé selon la méthode 3CL. Et Francis Locus nous dit bonjour, mais en quoi consiste la méthode 3CL? La méthode 3CL est une méthode standardisée, qui est la méthode conventionnelle, qu'on appelle conventionnelle, et qui permet de considérer par rapport à une occupation standard d'un logement, de prendre les différentes caractéristiques intrinsèques du bâtiment dans un calculateur pour éditer une étiquette de performance énergétique et de gaz à émission de gaz à effet de serre. Est-ce que le nouveau DPE est opérationnel aujourd'hui? Est-ce que vous seriez capable, Lionel, d'en réaliser un? Non, aujourd'hui, il n'est pas opérationnel. Ces jours-ci, et même aujourd'hui encore, les éditeurs de logiciels échangent avec la DHUP pour affiner et finir de développer le logiciel. Donc aujourd'hui, il n'est pas opérationnel. Alors, on a une question de Marie-Josée à Montpellier. C'est pas une question, c'est une remarque. Elle nous dit, je crains que le prix des DPE augmente. Est-ce que le monsieur de la FIDI peut nous rassurer? C'est vous, le monsieur de la FIDI. Je vais vous rassurer parce que je ne vais pas vous parler de prix. Je vais vous parler simplement de temps. Entre nous. Voilà. Au-delà de ça, il va demander un peu plus de temps et on estime le temps à consacrer sur le nouveau DPE. Déjà, la méthode sur facture va disparaître là où la méthode sur facture nécessitait très peu de temps et très peu de temps sur place. Là, maintenant, cela va disparaître d'une part et d'autre part, il y a du temps masqué par rapport aux échanges d'informations, ce qui veut dire qu'on estime entre 30 et 25 et 30% le temps supplémentaire. Après, le problème d'argent, c'est à voir avec votre diagnostiqueur habituel. Oui, on verra ça. Enfin, vous n'êtes pas en train de nous rassurer vraiment. Vous dites qu'on va passer 30 à 40% de temps en plus, ça va être plus cher. Ça peut être en proportion. De toute façon, il ne faut pas oublier que le DPE est opposable, qu'il y a des conséquences par rapport à l'étiquette et qu'il demande du temps. On n'est plus sur un document qui était purement informatif. Quelles pièces et justificatifs seront nécessaires pour les maisons individuelles et pour les lots de copropriété? Et la question se poursuit. Les intermédiaires devront-ils s'assurer que les documents donnés par les vendeurs sont fiables? Et oui. Alors oui, il faut un ensemble de documents. Il faut évidemment les justificatifs de permis de construire, les notices descriptives de construction, les dossiers d'ouvrage exécutés, les notices des appareils de production d'eau chaude, chauffage, refroidissement, les tantièmes de charge pour les immeubles collectifs ayant un chauffage collectif, les factures de travaux d'amélioration d'énergie réalisée, un ensemble de documents qui permettent de pouvoir étayer les différents éléments, parce que plus ils seront précis et plus on aura une estimation qui sera le plus proche possible de la réalité. Alors, une question de François. Pardon, et juste une question, et la surface habitable. La surface habitable est très importante. Si on ne l'a pas, on devra la faire. Donc la surface habitable est déjà la chose très importante pour réaliser le DPE. Alors, surface habitable ou loi carrée? Elle est obligatoire. Loi carrée, surface habitable, surface habitable.
Surface habitable. Surface habitable. Carrez, la surface Carrez. Alors, François de Paris nous dit, est-ce qu'on peut, dès le 1er juillet, déchirer les DPE qu'on a réalisés aujourd'hui? C'est pas utile. Il peut faire ce qu'il veut, mais c'est pas. Les DPE qui sont réalisés aujourd'hui sont encore valables. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et décembre 2017 est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Et ceux qui sont réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, à la question, non, ils ne déchirent pas. En revanche. Non. Est-ce que c'est Laure Robin-Doyer qui nous pose la question, est-ce que la réforme DPE comprend aussi les DOM? Ah oui, bien sûr. Les DOM. Oui, donc on est bien d'accord. Les DOM, ça a changé de nom. Hein. Oui, c'est la question telle qu'elle a été posée. Hein, donc, s'il vous plaît, Monsieur Safar, ne chipotez pas et n'essayez pas de mettre en difficulté un animateur en fin de journée. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Avec les nouvelles méthodes, va-t-on avoir des changements d'étiquette? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'un logement classé F devienne G ou au contraire, est-ce qu'il peut progresser au décours de cette nouvelle méthode? La méthode est plus fiable et donc de façon, elle est plus homogène et les caractéristiques physiques du logement, comme le bâti, la qualité de l'isolation, le type de fenêtre et les systèmes de chauffage seront mieux pris en compte. Ça veut dire que les DPE qui pouvaient présenter des incohérences dans un logement mal isolé ou chauffé au gaz ou au fioul étaient bien souvent mieux classés qu'un logement chauffé à l'électricité et bénéficiant d'une meilleure isolation. Cet effet est corrigé, donc ça veut dire qu'il est corrigé par le double seuil. Ça veut dire que forcément, vous allez avoir des inversions d'étiquettes sur certains logements. Alors, il y a des questions qui déferlent, déferlement de questions sur le chat, mais qui concernent des sujets qu'on a prévu d'aborder un peu plus tard, parce qu'on est très organisé. Vous savez, dans ces lives de l'UNIS, on va parler de transactions, de copro, de gestion locative, et donc je vais essayer de ne pas les oublier, mais en tout cas, je ne les pose pas tout de suite. Tiens, je vais en poser une là. Pouvez-vous me confirmer que la réforme DPE ne concerne pas les commerces? C'est Laure Robin encore qui me pose la question. Alors, le tertiaire n'est pas concerné pour le moment, non. Céline Aranda veut savoir où on peut trouver la liste de ces documents à fournir. Pour l'instant, on travaille dessus pour pouvoir justement que les échanges se fassent entre les diagnostiqueurs et les professionnels de l'immobilier, pour avoir une traçabilité. Une question, alors peu importe si on y répond un peu plus tard, mais ça fait rien. C'est Sandra Françonnet qui nous pose la question. Alors soit Martine, soit Lionel, sur une annonce publicitaire d'un bien à vendre, qu'est-ce qu'on doit afficher? Faut-il reprendre l'intégralité du schéma avec les lettres de A à G? Alors, effectivement, les lettres, on en a besoin, déjà dans la version V2. Donc, à partir du 1er janvier 2022, en plus donc de la lettre, du classement, on devra aussi afficher une préconisation de travaux, que ce soit à la location ou à la vente. Ah oui. Autre question, quelle est la part de logements classés E qui tombera en F? C'est important là parce que… Alors, la proportion exacte, je ne suis pas en mesure de vous la donner. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir en effet un effet d'inversion entre plusieurs classes du fait de la double étiquette et la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre. Ah oui. Autre question, la mise à jour. Ah oui, celle-là me plaît bien quand même, parce que ça revient à dire est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir simplement se contenter de mettre à jour un ancien DPE? Vous voyez ce que je veux dire? Non, on ne peut pas? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais on ne peut pas mettre à jour. On ne peut pas mettre à jour un vieux DPE parce que on a modifié le type de calcul et on a affiné un ensemble de choses. Donc, de toute façon, on recommence un nouveau DPE. Alors, on va parler, si vous voulez bien, on a 1000 questions à poser, donc déjà on en a posé pas mal. On va parler de gestion locative et je vais solliciter l'ami Denis Génito, s'il en accepte l'idée, puisque les questions déferlent aussi. Mon logement est classé F ou G.
Est-ce que ça a des conséquences pour sa mise en location? Est-ce que je peux le mettre en location? Denis, est-ce que vous m'entendez? Ah, on a visiblement un souci pour se faire entendre par Denis Génito. Ah, ça y est. Et voilà. Alors, je me permets de répéter la question. On a eu des petits problèmes techniques. Mon logement est classé F ou G. Est-ce que ça a des conséquences sur sa mise en location? Est-ce que je peux le mettre en location? Oui, Gabi, vous pouvez, mais il faut vous dépêcher. Pourquoi? Il faut vous dépêcher parce qu'à partir du 1er janvier 2023, vous ne pourrez plus le mettre en location s'il est classé G. Et s'il est classé F, à partir du 1er janvier 2028, vous ne pourrez plus là encore le mettre en location. Donc ça. Donc, on a là une incitation à faire les travaux nécessaires. On a une question d'Aurélie Lecuyer qui est très franche avec nous. Elle nous dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter les durées de validité des DPE déjà réalisées? Lionel, je reviens vers vous. Vous pouvez le faire? Il peut le faire, merci. Je peux le faire. Est-ce que je le fais? Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Et le DPE réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. C'est dit, c'est bien dit. On revient sur la gestion locative. Est-ce que la loi a prévu des contraintes particulières sur la fixation des loyers pour les logements les moins bien classés? Denis? Vous savez, on n'avait pas besoin de la loi pour avoir beaucoup de contraintes. Si vous êtes en zone tendue, d'ores et déjà, votre loyer est bloqué lors de la relocation. Et si vous êtes même dans certaines villes comme Paris, Lille et bientôt Lyon, le loyer est encadré. Cela dit, il fallait bien rajouter une petite couche. Et donc, alors qu'on a, quand vous êtes toujours en zone tendue, des dérogations qui permettent malgré tout d'augmenter le loyer. C'est le cas, par exemple, si vous faites des travaux importants, équivalent à plus de 6 mois de loyer, là, vous pouvez déroger et augmenter le loyer. Si votre loyer est également manifestement sous-évalué, vous pouvez aujourd'hui l'augmenter, bien que vous soyez en zone tendue. Mais ça ne sera plus possible de bénéficier de ces dérogations si votre logement est classé dans les catégories inférieures F ou G. Ce n'est déjà plus possible. Alors là, je vous ai parlé des zones tendues. Si vous n'êtes pas en zone tendue, vous savez ce que c'est, Gabi, les zones tendues? Oh là là, mais j'allais justement vous répercuter une question de Charlotte Ponce qui nous dit, si étiquette F ou G, est-ce que ça aura aussi un impact en zone non tendue? Alors, très bien. Eh bien, évidemment, oui. Vous allez, la loi climat et résilience prévoit d'intégrer cette contrainte également dans les logements qui ne se trouvent pas en zone non tendue, en zone tendue. Dans nos vitrines, nous demande Sandra Péteil, dans nos vitrines, est-ce qu'on aura 2 affichages possibles dans les annonces suivant la date du DPE? Je n'aurais pas pensé à ça, mais… Non, il y a un seul affichage possible. Il ne pourra pas y avoir 2 affichages avec voilà. Pour quelle raison? Parce qu'il faut, à partir du 1er janvier donc 2022, il faut pouvoir mentionner donc, la préconisation de travaux. Or, la préconisation de travaux selon la version V3. Donc, partant de là, il faudra refaire effectivement son DPE. Et en plus, à partir donc du 1er juillet aussi 2022, les logements donc à consommation excessive seront aussi à être notés dans les annonces. Donc, le DPE nouvelle version sera effectivement en vigueur et devra être forcément refait pour pouvoir publier nos annonces, que ce soit à la location ou à la vente. Merci beaucoup. Maxime Vézan nous dit, la réforme modifie-t-elle quelque chose pour les mandats de gestion en tant que mandataire? Les mandataires ou les propriétaires doivent-ils refaire les DPE? Si oui, qui supporte le coût de ce DPE? Qui répond à ça? Oui. Bah, écoutez, je peux répondre pour la partie transaction. Effectivement, les DPE restent valables, donc on peut dire on n'a pas besoin de les refaire. Cela dit, j'incite mes vendeurs à les refaire. Pour quelle raison? Parce que comme ils sont opposables, ils sont à titre d'information aussi importante pour l'acquéreur.
certes, le coût sera à leur charge, mais peut-être qu'on aura aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que certains biens qui sont aujourd'hui classés E, peut-être se retrouveront mieux classés. Donc, l'information étant importante, j'inciterai mon vendeur à refaire, même si le coût est à sa charge. Je crois que la question est moins sensible pour l'allocation parce qu'on n'aura pas cette barrière des notaires qui vont inciter les acquéreurs à demander le nouveau DPE. Oui, pour se protéger, on va dire ça, en tout cas, ou protéger la transaction. Céline Aronda veut savoir si dans le nouveau DPE, s'il y a des recommandations de travaux. Est-ce qu'il y en a? Oui, bien sûr. Il y a des recommandations de travaux essentiels et recommandés qui permettent justement par les simulations de faire évoluer le logement dans son étiquette. Donc oui, il y a des recommandations. Il y a des recommandations. Catherine Fandin, bonjour, nous dit-elle. Bonjour Catherine. Qui doit payer les travaux des logements qui seront en F ou G et de nouvelles aides pour les payer vont-elles être mises en place? Alors. Là, c'est une question dans laquelle vous aurez une réponse de ma part et également de celle d'Olivier. Et là, on va vous parler de ma prime Rénov', donc qui est accessible maintenant aux bailleurs, mais dans certaines limites, ça va dépendre de leurs revenus. Le champ d'application et les travaux éligibles vont différer selon la nature le montant des revenus du bailleur. Le montant va varier aussi, et l'aide ne pourra pas être attribuée pour plus de 3 logements. Donc, je crois que, par contre, la prime Rénov' sera accessible aux bailleurs également qui seront sous le régime de la copropriété. Et là, je vais laisser la parole à Olivier qui pourra détailler les aides accessibles. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'aides. Il y aura d'abord, si l'immeuble décide de faire des travaux en matière de copropriété, notamment du style ravalement, toiture, et en même temps changement des fenêtres de simple vitrage en double vitrage pour tous les copropriétaires, parce qu'on peut le faire quand on décide en assemblée générale lors d'un ravalement. Il y a ce que l'on appelle une nouvelle prime qui s'appelle ma prime Rénov' copropriété, qui est éligible pour le syndicat des copropriétaires. Ensuite, vous avez des primes complémentaires en fonction des revenus des copropriétaires, déciles modestes, très modestes et intermédiaires. Donc, ils auront le droit à une prime complémentaire. Et on peut avoir en plus des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Et bien, tout ceci vient se rajouter et on peut cumuler toutes ces aides pour arriver effectivement à faire les travaux. Mais bien évidemment, c'est le propriétaire qui doit engager les travaux et il devra attendre le 1er juillet pour déposer les dossiers à l'ANA pour ma prime Rénov' en tant que bailleur. Je vous rappelle qu'on a réalisé un live sur ma prime Rénov' et que vous pouvez tous évidemment le regarder en replay. Toutes ces informations ont fait l'objet d'1 heure d'analyse et de décryptage. Alors, je sens que Bénédicte Bailly est un peu grognon. En tout cas, elle nous dit, à compter du 1er janvier 2022, les DPE, pourtant valides jusqu'au 31 décembre 2022 ou 2024, ne pourront donc plus être utilisés en publicité. Par conséquent, les vendeurs devront refaire les DPE pour obtenir les préconisations des travaux. Est-ce qu'elle a raison? Oui. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Donc, Bénédicte, vous avez tout compris. C'est plus compliqué que ça. Si c'est pour vendre et que le notaire ou l'acquéreur demande effectivement le DPE opposable, il est clair que le vendeur va le faire réaliser pour pouvoir signer l'acte. Mais officiellement, il pourrait tout à fait le faire avec l'ancien DPE. Mais connaissant les uns et les autres, ils vont nous demander le nouveau DPE et ils le demanderont bien évidemment au vendeur. Donc, il faut prévenir nos clients vendeurs en leur disant attention, votre DPE est peut-être encore valable. Si on reloue l'appartement, il n'y aura pas de problème, on va le garder. En revanche, en matière de vente, il est probable qu'un acquéreur nous demande le nouveau modèle de DPE, notamment avec les travaux à réaliser. Et là, commercialement, il faudra le faire. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Guillaume Constantin si ce DPE est également obligatoire lors de la signature du bail? Oui. Ah oui. Comme aujourd'hui. C'est même le même. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant un moment un DPE pour le locatif et un pour la transaction. Là maintenant, c'est le même. C'est-à-dire que celui qui a servi pour la transaction pourra servir pour la location. Benoît Coste nous dit nos notaires nous indiquent qu'ils voudront un nouveau DPE pour les actes signés après le 1er juillet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande du notaire? C'est ce qu'on disait. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Martine? Oui, moi je suis tout à fait d'accord parce que c'est une information importante pour l'acquéreur. S'il a un projet d'investissement locatif, il faut effectivement qu'il achète en toute connaissance de cause de son classement à partir du 1er juillet 2021. Sinon, nous, en tant que professionnels, on a aussi un devoir d'information à ce sujet. Donc le notaire et nous, professionnels, on a tout intérêt à faire refaire le DPE et voilà. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Et le point important, Gabi, c'est qu'il y a la liste des travaux à réaliser s'il compte effectivement faire modifier son DPE. Et c'est ça qui est important à indiquer, parce que si on a un nouvel acquéreur qui vient, qui est un bailleur, que l'appartement est vide, il va peut-être s'engager tout de suite à faire les travaux pour monter le DPE dans une autre classe et ne plus être en E ou en F, mais se retrouver en B ou en C. Oui. Martine, pour les transactions, est-ce que pour les ventes, ce sera pareil que pour la location? C'est-à-dire, est-ce qu'en 2028, les logements classés F ou G ne pourront plus être vendus? Oh, heureusement pas, heureusement pas. Non, non, on pourra vendre son logement, quel que soit le classement. Par contre, effectivement, si c'est par la suite pour mettre en location, on sera comme la location à partir de 2028. On ne pourra pas louer les biens qui sont classés F et G. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Un logement susceptible d'être interdit à la location devra-t-il subir l'inertie de la copropriété en termes de travaux? Là, ça sera peut-être pour Olivier, mais on répondra tout à l'heure. Au 1er janvier 2022, les diffusions devront-elles faire apparaître les recommandations de travaux et le montant des dépenses théoriques? Exactement. Il y aura effectivement, que ce soit particulier ou professionnel, hein, les annonces devront clairement indiquer le classement, climat et énergie, la consommation et les préconisations de travaux. Voilà, c'est l'ensemble. Et à partir du 1er juillet 2022, si le classement est en F ou G, en plus, donc on devra indiquer que effectivement c'est un bien logement à consommation énergétique excessive. Donc ça sera pas très vendeur pour nos clients. J'ajoutais qu'à partir du 1er janvier 2022, les contrats de location devront mentionner les dépenses théoriques de consommation énergétique par type d'équipement. Alors, on revient avec Francis Locus sur la fiche de publicité doit exprimer la préconisation des travaux. Il ne sera plus possible d'utiliser l'ancien DPE à partir du 1er janvier 2022. Donc, la publication du bien en vitrine ne sera pas conforme avec l'ancien bien que le DPE soit toujours valable. La publication du bien en vitrine ne sera pas conforme avec l'ancien, bien que le DPE soit toujours valable. C'est ça? Oui, c'est exact. Oui. Bien, ça. On peut avoir un DPE valable que l'on annexe à une vente ou à un bail. Par contre, s'il s'agit de mettre, c'est-à-dire de recherche d'un acheteur ou d'un locataire, c'est-à-dire de devoir faire une annonce vitrine ou une annonce publicitaire, eh bien, la préconisation de travaux est obligatoire en affichage. Si le vendeur refuse de refaire son DPE, est-ce qu'il en a le droit et comment réagir, nous? Alors, moi, j'incite, c'est vrai, mon vendeur. Après, il a le droit, effectivement, de dire je ne souhaite pas refaire mon DPE. Dans ce cas-là, la préconisation de l'UNIS, de la Commission métier transactions, c'était de prévoir dans le mandat de vente ou dans l'estimation qu'on réalise, bien de noter cet état de fait, de telle sorte que nous, professionnels, on ne soit pas remis en cause. Voilà. Mais après, c'est son droit. Le jour de l'acte, que ça soit compromis ou acte définitif, le notaire peut aussi exiger à ce moment-là que le DPE soit refait, une nouvelle version V3, pour entériner la vente. Et le droit à l'information de l'acquéreur est quand même aussi primordial. Je vous le dis parce que c'est la vérité, je suis absolument débordé par le nombre de questions qui figurent sur mon écran. Oui, mais alors là, difficile de les mettre en ordre, de respecter le conducteur qu'on avait imaginé. Allez, je vous les pose telles qu'elles me parviennent et votre talent permettra d'y répondre. Océane Cuina nous dit comment obtenir la consommation énergétique théorique à mentionner sur le contrat de location. Comment on fait pour faire ça? J'espère que le DPE nous aidera.
Ah oui. C'est le DPE. Normalement, ça sera dans le DPE que va nous faire la FIDI magnifiquement une fois qu'il aura tous les textes et toutes les analyses et qu'il puisse effectivement nous donner cette information. Pour l'instant, on n'a pas encore tout au carré et le 1er juillet est très proche, mais certains décrets ou arrêtés ne sont pas encore parus. C'est bien ça, Lionel? C'est ça, tout n'est pas paru. Mais in fine, ce sera le diagnostic de performance énergétique qui permettra d'avoir cette information. Et plus les informations transmises seront précises, plus le DPE sera précis. François Maréchal constate que même si la météo est un peu chaotique, on entre dans une zone un peu plus chaude. Il nous dit, est-ce qu'il est possible d'évoquer le problème de la climatisation qui est en train de devenir la problématique numéro 1, plus que la déperdition des calories? Et oui, il a raison. Alors, il faut savoir que à l'origine, enfin, le DPE2 s'occupait principalement du chauffage, de la climatisation et de l'eau chaude. Là, on rajoute l'ensemble des critères que sont la ventilation, donc l'ensemble des critères liés à la déperdition d'énergie et de chaleur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend tous les critères. Damien Tomatis s'inquiète un peu. Il nous dit, après le 1er janvier 2022, qui va effectuer l'estimatif des travaux pour le DPE? C'est un engagement à risque. Ça, c'est vrai. Qui va le faire, l'estimatif des travaux? C'est des estimations. Hein. Sur les DPE, ce seront des estimations qui devront être confirmées par différents devis, mais le coût estimatif des devis seront des estimations. Alors, si je peux me permettre, les travaux, c'est une préconisation, ils ne seront pas opposables aux vendeurs et aux bailleurs. Donc, ça, c'est une notion importante. Autant le classement est opposable, par contre, les préconisations de travaux ne sont pas opposables aux vendeurs et aux bailleurs. Alors, une question très précise de Jean-Charles Vallée qui nous dit, si le notaire demande un nouveau DPE pour la vente, est-ce qu'on doit repurger le délai de rétractation? Alors, normalement, oui, parce que tout nouvel élément qui peut influer sur l'information et la notion justement de prix, hein, de valeur aussi du bien, en cas de nouveau DPE, le compromis de vente et l'acte, effectivement, il faudra repurger la loi SRU. D'accord. La réforme du DPE va être suivie par de nouvelles obligations dans les annonces. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous les rappeler, Martine? Alors, effectivement, donc le lettrage, ça sera important qu'il soit affiché de manière claire en dessous du texte publicité. La préconisation de travaux, donc le lettrage à partir du 1er janvier 2022, la préconisation de travaux à partir du 1er janvier 2022 aussi, et ensuite, donc le classement passoire énergétique à partir du 1er juillet 2022. Voilà, ce sont les 3 éléments importants dans les annonces. Et les annonces, c'est aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Hein. Ça s'adresse à tous les vendeurs et tous les bailleurs. Peut-on obliger un propriétaire à réaliser le nouveau DPE dans le cadre d'un mandat de gestion locative ou celui-ci peut-il refuser de le prendre en charge? C'est important, ça. Il y a 2 cas. Hein. Soit il y a un DPE et c'est obligatoire pour pouvoir relouer, soit il y a déjà un DPE ancien qui est effectivement toujours valable et il pourra toujours te dire « je souhaiterais ne pas le refaire ou en tout cas ne pas le payer ». Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'exiger du propriétaire, à défaut d'une demande expresse du locataire, mais sinon, il n'y a pas d'obligation. La DGCCRF peut-elle épingler l'agence si l'affiche en vitrine ne contient pas la préconisation de travaux puisque le vendeur n'a pas souhaité refaire le DPE pour la vente? Oui. En tant qu'agence, en tant que professionnel, on ne pourra pas mettre en vitrine des annonces qui ne sont pas conformes à la réglementation. Donc, on verra, on négociera avec nos vendeurs ou nos bailleurs, mais on ne mettra pas en vitrine effectivement des annonces qui ne sont pas conformes. Sinon, effectivement, on pourrait être retoqué par la DGCCRF. Et est-ce qu'on a souvent des agents de la DGCCRF qui font des patrouilles et qui vont coller leur nez sur les vitrines des agents immobiliers? On en a, bien sûr. On en a. Ça fait partie du job, bien sûr, et c'est normal. C'est normal pour effectivement vérifier que l'ensemble des réglementations soient appliquées.
bien sûr, cette réglementation, c'est toujours dans l'intérêt consommateur, hein, d'information à nos clients, vendeurs, acquéreurs, locataires, bailleurs. Donc, c'est normal. Serge Petit nous alerte sur une thématique importante. Il nous dit, est-ce que l'Assemblée générale doit se prononcer sur la réalisation du DPE? Le DPE individuel ou le DPE collectif? Je rappelle Imaginons que le DPE collectif, il a déjà été fait, hein, normalement. Ça fait déjà quelques années qu'il est fait, le DPE collectif. Donc, pour cette V3, ça sera la même chose. L'Assemblée générale s'était prononcée pour le DPE collectif, non? Elle s'était prononcée soit pour le DPE collectif, soit pour l'audit énergétique. Ça, c'était depuis 2017, donc ça fait déjà quelques années. Ils devaient tous être terminés pour le 1er janvier 2017. Donc, normalement, nos syndicats de copropriété ont fait soit l'audit énergétique, soit le DPE collectif. Rien à voir avec le DPE individuel pour vendre le lot. Alors attendez, c'est peut-être l'occasion de répondre à une question qui nous permettra de faire le point sur tout ça. En copropriété, quels sont les diagnostics globaux qui finalement existent aujourd'hui? Olivier. Il existe le DPE collectif. C'est celui qui avait été annoncé en 2007. Il était à réaliser avant le 1er janvier 2017. Il existe l'audit énergétique. C'était le DPE collectif, mais pour les immeubles de plus de 50 lots. C'est-à-dire qu'il était plus complet. C'est une analyse uniquement, attention, énergétique du bâtiment. Et depuis, il n'y avait pas le DTG aussi? Et maintenant, nous avons un troisième document qui est le diagnostic technique global, qui, lui, est un diagnostic tant thermique qu'architectural et que solution à réaliser pour les travaux. Donc, bien évidemment, tout ceci est plus complet. C'est un document qu'il a pour donner les informations aux copropriétaires pour qu'ils puissent ensuite faire ce que l'on appelle un plan pluriannuel de travaux, le fameux PPT, qui va dire qu'il y a tel travaux à réaliser sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, et qui donnera les prochains travaux sur les 10 prochaines années. Et ça, c'est un point important. Ce sont des choses complètement différentes de l'ancien DPE collectif, de l'audit énergétique. Là, on parle du bâtiment en totalité, sa partie thermique, sa partie structure, sa partie entretien. Alors, une question qui concerne peut-être Lionel. Quel est l'apport de la réforme du DPE sur le DPE collectif? Alors, il y a une chose importante, c'est que dans les DPE collectifs étaient obligatoires dans le cadre d'éléments de chauffage ou de refroidissement collectif. Demain, il sera possible de faire un DPE collectif pour les immeubles en copropriété. Donc c'est ça l'avancée, c'est que ça permettra, selon certaines méthodes, notamment de faire un échantillonnage de certains logements, d'avoir un DPE collectif pour ces immeubles-là, en copropriété. C'est-à-dire sans chauffage collectif ou sans climatisation collective. On est d'accord, Lionel? On est d'accord. Est-ce que le DPE collectif se substitue au DPE individuel? Alors, ce n'est pas un problème de substitution, c'est-à-dire qu'on peut faire un DPE individuel sur la base de la répartition de certaines clés de répartition générale notamment, avec un DPE collectif. Est-ce que j'ai été clair ou vous voulez que je recommence? Oui. Et ce DPE peut donc être exploité par le bailleur qui va louer un appartement et qui aura donc un document provenant de son syndic? Tout à fait, et qui pourra améliorer parce qu'il faut bien prendre en compte que sur ce type de DPE, on va prendre en compte les caractéristiques globales de l'immeuble. Et un immeuble en copropriété peut, là je parle des éléments de chauffe qui ne sont pas collectifs, donc imaginez un appartement qui soit en chauffage individuel et en eau chaude individuelle et qui a un DPE collectif. Bien, il va avoir une étiquette propre à son logement par rapport à la répartition des tantièmes. Il pourra l'améliorer en faisant venir un diagnostiqueur qui va prendre en considération son appartement par rapport aux caractéristiques de son appartement, aux éléments de chauffe qu'il a, qui pourront être des installations plus récentes et qui pourront améliorer l'étiquette. Donc, c'est pour répondre à votre question, des éléments nouveaux par rapport. Mais s'il s'en contente, le bailleur, là, il peut faire une économie puisqu'il n'a plus à demander à un diagnostiqueur de faire un diagnostic spécifique pour son appartement. Exact. Bailleur ou vendeur? Bailleur ou propriétaire vendeur. Donc ça, on a une source d'économie.
Si je comprends bien Lionel, j'ai un propriétaire, il a un appartement dans lequel il n'a pas changé les vitrages, il est en simple vitrage, mais tout le reste de l'immeuble est passé en double vitrage à rupture de pont thermique. Son étiquette sera meilleure parce que tous les autres ont changé leur vitrage. Si l'échantillonnage des appartements est bien fait, son simple vitrage devrait être pris en compte et pondéré avec l'ensemble des autres copropriétaires qui ont changé leur double vitrage. Mais à part ça, ce DPE est beaucoup plus fiable. On est bien d'accord. Ah oui, non mais oui. Alors, des rafales de questions. Sandra François nous dit bonjour, les biens neufs auront-ils un DPE et faut-il diffuser les valeurs des DPE sur les annonces des biens neufs à vendre? Oui. Oui. La réponse est oui, Sandra. Oui. La réponse est oui. Alors après, celle-là de question, je n'aurais pas pensé. Maxime Vézan, qui est très prolixe aujourd'hui, qui nous dit dans le cadre d'une sous-location, l'ancien DPE du bail principal suffit-il? Ou le sous-locataire peut-il exiger de nouveau DPE à son bailleur? Voilà, on va chercher les poux quand même. Voilà, Maxime, pas bien de faire comme ça. Hein. Il faudrait déjà que la sous-location soit autorisée. Oui. Elle n'est pas, dans la loi de 89, c'est pas possible. La sous-location en matière commerciale des baux commerciaux est possible, mais là, on n'est pas concerné par ce DPE. Céline qui nous dit est-ce que le DPE collectif peut prendre le pas sur le DPE individuel? Donc ça, c'est le débat qu'on avait. Serge Petit nous disait mais ma question portait sur les immeubles dépourvus de chaufferie collective. Alors, on a fait toute la question. Et on a eu la réponse. On a eu la réponse. Comment va-t-on faire pour une vente en VFA, me demande Jean-Charles. En VFA, il y a déjà, lorsque le permis est accepté et déposé, il y a un classement qui est validé. Donc, une certification, effectivement. Donc, en VFA, il n'y aura pas de souci. Et puis, je crois qu'il faut quand même qu'on rappelle une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même les classements à partir de E à F qui posent souci. Le reste, les classements inférieurs, de A jusqu'à C, que ce soit en version V2 ou V3, ça ne posera pas de souci. Voilà. Donc, et le classement neuf, en général, c'est du A ou du B. Hein. Alors, je rappelle que les nouveaux immeubles qui sont livrés en neuf, ils sont soumis à des réglementations spécifiques, réglementaires thermiques 2012. Là, la prochaine, ce sera la RE 2020. 2020, pour l'instant, elle n'est pas encore applicable. Mais bien évidemment, les bâtiments vont pas pouvoir sortir neufs en étant ni en D, ni en E, ni en F, ni en G. Non. Que les choses soient claires. Ben oui. Alors, cette question me semble importante. Elle reprend un peu une thématique qu'on évoquait tout à l'heure sur ce copropriétaire qui n'avait pas réalisé de travaux sur ses fenêtres, mais qui bénéficiait des travaux des autres. Si le DPE collectif est défavorable au copropriétaire qui, lui, a entrepris de gros travaux dans son lot, est-ce qu'il y a une possibilité de faire valoir, de dire, attendez, vous êtes gentil, mais moi, quand même, je les ai Bien sûr, il fait faire un DPE individuel. Ah oui, il faut quand même du DPE individuel d'ailleurs. Mais il faudra le DPE individuel mettra en valeur tous les travaux qu'il a pu faire. Mais il devra le payer. Il devra payer un DPE supplémentaire. Oui, mais comme c'est le cas aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas de DPE collectif. Donc, chaque bailleur paye son DPE individuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelle est la majorité pour voter la réalisation du DPE ou du DTG collectif? Est-ce que c'est l'article 24 ou l'article 25? 24, bien évidemment, la majorité simple. Bienvenue au club. La seule obligation, c'est que le syndic doit le mettre à l'ordre du jour. Que l'Assemblée générale vote contre, ça arrive très souvent. Je ne vous cache pas que pour les DTG, c'est déjà obligatoire depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant, mais personne n'a voté pour, sauf quelques immeubles. Donc, ça viendra probablement. Mais une chose est très claire, c'est que la plupart du temps, les copropriétés ne voulaient pas le réaliser, ne voulaient pas faire de ce DTG parce qu'ils se retrouvaient avec une liste de travaux à réaliser sur les 10 prochaines années et ils ne voulaient pas avoir ça le jour où vous avez besoin de vendre leur appartement. Et le syndic a-t-il l'obligation de le mettre à l'ordre du jour? Oui, mais il ne peut pas l'engager si l'Assemblée générale vote contre. Francis qui nous demande si un appartement qui n'a pas de système de chauffage fixe peut avoir un DPE. Il doit.
avoir un DPE. Bien sûr. Non, mais est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il a pas de chose, il a un système Il consomme bien des… forcément un système de chauffage, que ce soit un poêle ou un… Voilà. Ou une bouilloire électrique. Ou un feu de cheminée. Voilà. Ce sera décrit dans le DPE, et de toute façon, il doit pouvoir justifier d'un DPE. Mais ce sera décrit dans le DPE. Alors, j'ai pas mal de questions aussi sur, puisque ce DPE prend en compte les consommations d'énergie, finalement, pour chauffer le bâtiment ou le refroidir. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une bascule? C'est-à-dire que les biens qui étaient chauffés jusqu'à présent au gaz pouvaient être bien classés. Maintenant, ça va être ceux qui sont à l'électricité et au bois qui vont monter. Est-ce que c'est pas un phénomène auquel il faut s'attendre? Alors en fait, ce phénomène-là, c'est pas par rapport à la consommation d'énergie, comme la question le disait, c'est plus à la prise en compte de l'étiquette d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le DPE2 prenait principalement la consommation énergétique, mais ne prenait pas en considération les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, et c'est là où la permutation des étiquettes risque d'arriver dans certains cas, c'est que lorsque vous aviez à peu près 60% des logements qui étaient concernés par ce phénomène-là, c'est-à-dire, non, il y a 60% des logements qui ne devraient pas avoir d'étiquette qui devraient changer, contre 40% qui devraient changer. Et en fait, l'introduction du critère climatique entraîne une augmentation du nombre de logements, par exemple les émetteurs de gaz à effet de serre dans les classes de moindre performance, c'est-à-dire que les appartements chauffés au fioul deviennent des passoires énergétiques puisque le mode de chauffage est particulièrement polluant. C'est pareil pour ceux qui sont chauffés au gaz. En revanche, à l'inverse, vous aviez des locaux chauffés à l'électricité qui sortaient en passoire thermique. Et là maintenant, ils vont être inversés puisqu'ils émettent peu de gaz à effet de serre. L'implication, la considération de l'émission de gaz à effet de serre vient corréler l'étiquette finale. Donc c'est la raison pour laquelle il va y avoir des inversions. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que ce DPE est un boulevard pour les producteurs d'électricité? Et pour la ouverture des centrales thermiques, les centrales nucléaires. Oui, enfin, après, ça c'est sur le principe. Après, il faut prendre en compte la performance énergétique du bâtiment. Là, on parle du système de chauffage, mais si vous êtes dans un logement isolé, les étiquettes bougeront un peu moins. Là, on parle de cas extrêmes. Hein. Une question de JC, alors je ne sais pas si c'est Jean-Claude ou Jean-Christophe ou quelque chose d'autre, Bourreau. Le DPE collectif copropriété peut-il être utilisé pour la vente d'un lot? C'est intéressant cette question. Oui. Ou est-ce qu'il faut faire un autre diagnostic? Non, le nouveau DPE collectif, oui. L'ancien, non. Donc ça c'est clair. Là, il faut être très clair. Oui, le nouveau collectif, la réponse est oui. Mais c'est vrai que c'est une notion nouvelle. Ah ouais. Toc. Écoutez, je suis à peu près au bout de ces questions. Moi, j'ai quand même envie de dire que c'est l'âge d'or pour les diagnostiqueurs, Lionel. Non. Comment ça, non? Non. Il n'y aura plus que des DPE collectifs. Non, c'est une évolution. C'est une évolution pour le coup qui était nécessaire puisque comme les autres diagnostics, il y a une opposabilité et ça fiabilise les choses et c'est très important. Non, c'est très important. Après, ça fait aussi partie des problématiques générales. Le réchauffement climatique, tout le monde en parle et il n'y a vraiment rien de concret. Ça fait des années qu'on travaille avec le DPE qui n'avait pour but que d'être informatif. Personne ne le considérait. À l'origine, le but était d'informer et était de permettre d'être un critère de choix dans les zones non tendues. Dans les faits, ce n'était pas du tout ça. Demain, on se retrouve avec un diagnostic de performance énergétique qui va être un levier, qui va permettre d'orienter des choix par rapport à des travaux et de la rénovation. Je pense que, au-delà de la problématique des diagnostiqueurs qui est dérisoire, c'est le point de vue général qui est important, où la problématique du réchauffement climatique devient concret, parce que ça pousse nos habitudes et nos investissements et notre façon de penser. Alors, une question qui me fait… Ouais. Allez-y. Non, c'est vrai que, par contre, votre responsabilité est accrue. Oui, de cette opposabilité. Est-ce que vos primes d'assurance vont augmenter? Alors, c'est une question qui était posée, justement. Parce que du coup, le DPE devenant opposable, les assurances ne vont-elles pas fortement augmenter, coût qui augmenterait le prix du DPE?
Mais en fait, pour que les gens fassent correctement leur métier, dans n'importe quel métier, il faut que les gens soient responsables de ce qu'ils font. Il faut qu'ils soient correctement assurés et qu'il faut qu'ils soient responsables de leurs actes. Donc nos assurances avec lesquelles on travaille, et on travaille avec MMA, il n'y a pas de problème, ils sont derrière nous. Ils savent qu'à partir du moment où les professionnels font quelque chose en responsabilité et conformément à ce qui est prévu par la loi et les normes, il n'y a pas de raison, sauf accident, personne n'est parfait, que ça se passe mal. Donc oui, on est assuré. Est-ce que les primes augmentent par rapport au DPE? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais je ne l'ai pas entendu comme ça. Après, le client, il faudra quand même qu'il justifie effectivement le préjudice. C'est-à-dire que si le classement a vraiment une conséquence, un préjudice pour le locataire ou l'acquéreur, il faudra quand même le justifier pour pouvoir faire une action en justice. Blandine Tornior qui nous pose une question. Alors, dans le cadre d'un bail d'immeuble nu, c'est l'immeuble qui est nu, hein, on est d'accord. Si rien n'est mentionné sur la prise en charge du DPE, qui supporte sa réalisation? Alors, je répète la question. Dans le cadre d'un bail d'immeuble nu, un bail. C'est un bail d'un logement nu, c'est-à-dire qu'il n'est pas meublé. J'ai bien compris. Ouais. Si rien n'est mentionné sur la prise en charge du DPE. Mentionné dans quoi? Mentionné dans quoi? Ah ben je sais pas, c'est demander à Blandine. Hein. Je rappelle que pour mettre en location, il faut que le DPE soit réalisé préalablement. Donc obligatoirement, c'est le bailleur, le propriétaire qui devrait avoir son DPE. Soit il l'a déjà, soit il demande à ce qu'il soit fait. Mais il ne pourra pas signer le bail s'il n'a pas le DPE. C'est clair. Catherine Camus nous dit à quelle date sera connue la liste des documents nécessaires à la réalisation de ce DPE? Ça, avant le 30 juin. Avant le 30 juin, ça s'applique au 1er juillet. Mais on connaît l'État, ils sont toujours très rapides. Et dans la nuit, Lionel Jeannot ira réaliser les DPE. C'est comme la loi de finances. Écoutez, on a certains textes qui ont été publiés le 2 juillet pour une application au 1er juin. Tout est possible. Tout est possible. Vous voyez, les diagnostiqueurs ne risquent-ils pas de subir des pressions de leurs clients propriétaires bailleurs pour des résultats d'étiquette en marge de la classe F, compte tenu des futures conséquences sur la relocation? C'est mal connaître les propriétaires bailleurs. Ouais, pas tous à la fois. Lionel. Au contraire, on est responsable. Ce serait se tirer une balle dans le pied, si je peux me permettre, de suivre ou de respecter des pressions. Ça voudrait dire qu'on aurait un DPE qui ne serait pas conforme, qui ne respecterait pas les indications, et on risquerait de mettre en cause notre responsabilité. En fait, le principe même du nouveau DPE fait qu'on n'a pas intérêt à subir les pressions ou de suivre les pressions. Donc non. Moi, je suis très détendu par rapport à ce sujet-là. Alors, encore quelques-unes après, quand même, il faudra arrêter le combat parce que c'est une déferlante. J'ai rarement eu autant de questions à retranscrire. Doit-on proposer, nous demande Jean-Charles, un nouveau DPE collectif aux copropriétés à partir du 1er juillet 2021? Et si oui, à quelle majorité? Est-ce qu'on est obligé en Assemblée générale de proposer un nouveau DPE? Pour l'instant, la seule obligation, c'est le DTG. Si on demande de faire le DTG et qu'il est réalisé après le 1er juillet 2021, il intégrera toute la partie énergétique conforme au DPE du 1er juillet 2021. Alors je suis obligé de vous relater la question de Romain Viomé quand même, Viomez. Comment ça se passe pour une grange? Elle est en copropriété, sa grange? Ou bien un bien sans chauffage. Ou un bien sans chauffage entièrement à rénover. Comment je fais pour alors, si c'est les souplex ou les anciens locaux commerciaux transformés en habitation, c'est une autre difficulté. C'est pas de l'habitation. Oui, si c'est pas de l'habitation, le DPE, voilà, il n'y a pas besoin effectivement de notion de chauffage mais tout dépend de la destination du bien. C'est-à-dire que s'il veut le transformer effectivement en habitation. Et est-ce que comment ça se passe pour une maison qui est vendue alors qu'elle n'est pas achevée? L'achèvement n'a rien à voir avec le DPE. DPE va être version V2 ou V3. De toute façon, on peut faire un DPE sans qu'un bien soit achevé. L'achèvement, c'est un certificat de fin de travaux.
Donc, ça n'a rien à voir à partir du moment où, effectivement, et bien sûr, il est raccordé, enfin, sous contrôle de Lionel, hein, il est raccordé à l'électricité. Voilà. L'achèvement du bien n'a rien à voir. C'est pas la même chose que si. N'a pas de conséquences sur le DPE, V2 ou V3 d'ailleurs. C'est pas la même chose que s'il était dans du neuf avec un appartement qui ne serait pas hors d'eau ou hors d'air. Donc là, ce sont des choses complètement différentes en matière de construction. En fait, la question qu'on peut poser à Lionel, c'est à partir de quel stade de l'avancement des travaux est-ce qu'il peut établir un DPE? Alors j'aurais tendance qu'à partir du moment où la conformité est passée, on l'a assez facile. Après, le stade, ça va dépendre. Il faut, quand les organes de chauffe sont installés. Raccordés. Ouais. On est dans une zone quand même assez trouble pour l'instant. Mais c'est marginal. Philippe Cazala, et ça sera sans doute la dernière question, nous dit, et je dois à la vérité de confesser que le terme de cette question me semble exotique. Ce nouveau DPE est-il requis sur les locations de logements de fonction non soumis à allure? Là, probablement. Oui, c'est un bail code civil, je dirais que oui. Oui, pour moi, c'est du logement. C'est un logement. Oui, parce que les logements sociaux sont aussi soumis. Hein. Les logements locatifs sociaux sont aussi soumis au DPE, donc je dirais oui. Bien, écoutez, je vous propose de mettre un terme à cette déferlante de questions tout à fait pertinentes et précieuses qui nous ont permis finalement, de façon un peu moins structurée que ce qu'on avait imaginé, d'aborder beaucoup de choses, beaucoup de volets de ce DPE. Et on n'a certainement pas tout dit. Une des personnes qui vous interpellait voulait savoir s'il y avait un site internet, une publication, quelque chose qui résumait le DPE aujourd'hui tel qu'on l'a défini et qui abordait les questions qu'on avait posées. Est-ce que l'UNIS peut en parler? Oui, vous avez toutes les réponses sur notre site UNIS, quels que soient les métiers. Aujourd'hui, il y a des fiches techniques, des notes par commission métier et préconisations qui ont été faites et publiées sur notre site UNIS. Pour les adhérents, bien évidemment, de l'UNIS. Voilà. Pour les adhérents, ceux qui sont encore adhérents, je vous invite à déposer un dossier d'adhésion. Adhérents. La FIDI et l'UNIS ont beaucoup travaillé sur le sujet justement pour publier de l'information et que ce soit clair. Et dernière chose, une petite chose en plus, demain avec Madame Dubrac, votre présidente, nous organisons un débat et un échange avec Michael Nogal, qui est rapporteur de la loi Climat et Résilience, demain à 18h. Donc je vous invite à venir vous connecter puisque on va prolonger le débat sur l'intérêt du DPE et de la loi climat et résilience de façon plus générale. Bien, alors laissez-moi d'abord remercier les juristes de l'UNIS qui, comme à chaque fois, ont réalisé un travail absolument formidable sans lequel ce live n'aurait pas pu se tenir. Donc merci à elles, puisqu'il s'agit de 3 juristes au féminin. Merci aussi évidemment à l'ami Manu qui est aux manettes en technique et qui nous a permis d'être à peu près visible correctement, même si certains problèmes qui ne dépendaient pas de lui, mais de la liaison ont quelquefois perturbé nos réponses. Merci évidemment à Céline Roussel qui a travaillé à la communication avec Christelle pour tout ce qui a été fait en amont et qui sera fait en aval, parce que je vous le rappelle, vous pouvez revoir tout ce qu'on s'est dit là en replay, ne vous en privez pas. Voilà, merci à toutes et à tous et puis à très vite pour de nouveaux lives. Bye bye. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Merci bien, au revoir. Au revoir.